Comme Arnaud l'a dit en introduction, cette soirée introduit un projet plus vaste qui est celui de confronter des regards français et israéliens sur ce sujet, en reprenant l'intitulé de Raymond Aron, De Gaulle, Israël et les Juifs. C'est un projet de longue haleine, au cours duquel on a déjà rencontré un certain nombre de soutiens que j'ai plaisir évidemment à saluer ici, le grand rabbin Corsia, François Heilbronn, Maurice Weiss également, qui est présent, mais donc surtout des historiens qui se sont réunis autour d'un postulat initial qui était que finalement cette histoire, elle est entrecoupée, elle est un peu kaléidoscopique. On en connaît des moments, des crises, la question du décret Crémieux, la question de Suez, la question de l'éloignement progressif avec Israël dans les années 60. On n'en connaît pas forcément les continuités. Et quand on se prend la peine justement de retourner aux sources, on découvre un espèce de continent caché qui nous dit beaucoup de choses sur De Gaulle, qui nous dit peut-être aussi des choses sur les Juifs français, le rapport à De Gaulle, et sur la relation franco-israélienne. Donc cette soirée est une étape vers un projet plus vaste. Et donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste saluer deux personnes qui nous permettent d'être ici ce soir. C'est Sophie Andrieux et c'est aussi et surtout Christine Branchu, notre secrétaire générale. Parce que Christine Branchu, en fait, n'a laissé à personne d'autre, même pas à moi, le soin d'aller dans les caves de la Fondation et d'en extraire des archives totalement inédites qui ont permis de faire réapparaître des choses qu'on avait oubliées, c'est-à-dire aussi des militants, des personnes peu connues, Yvonne Jesmar, par exemple, des militants juifs proches du général de Gaulle, et donc d'éclairer notre regard un petit peu différemment. Ce soir, l'idée, c'est d'explorer les grandes thématiques de ce futur colloque. C'est aussi peut-être de susciter des envies, des vocations, qui sait. On a considéré, après avoir conféré donc, avec les historiens qui sont d'ailleurs, dont les historiens qui sont autour de moi ce soir, qu'il y avait trois grandes thématiques qui s'imposaient. La première thématique, c'était finalement de réfléchir à la part juive dans la formation, dans le parcours, dans l'action du général de Gaulle. Les juifs et le judaïsme également, sa connaissance du judaïsme, mais aussi des gens, des juifs qui se sont engagés auprès de lui, qui ont compté pour lui. Le second aspect, c'était la relation entre De Gaulle, le mouvement sioniste et ensuite l'État d'Israël. Là aussi, le retour au temps long nous semble extrêmement important, puisqu'il faut véritablement chercher les tout premiers moments, l'été 1940, pour trouver une connexion qui est souvent un petit peu méconnue entre les premiers Français libres, en haillons, avec des moyens extrêmement limités, et en même temps le mouvement sioniste. Cette cohérence, cette cohésion, elle est initiale. Elle va aussi compter dans toute une partie de l'héritage gaullien qu'on connaît moins. Son soutien immédiat à la création de l'État d'Israël, qui réaffirme un petit peu avant Suez et qui colore peut-être un petit peu justement la suite des événements. Mais on ne voulait pas non plus que ce colloque ne soit que géopolitique, et puis surtout on ne voulait pas qu'il n'y ait que le point de vue de De Gaulle qui soit envisagé. Donc le troisième axe qui sera finalement celui des regards des Juifs français. Leur regard vis-à-vis de Gaulle, vis-à-vis de cet héritage, sachant que là aussi, il s'agit de se replonger dans le temps long, de considérer qu'il y a la guerre, sa mémoire, la Shoah, bien évidemment, qu'il y a aussi l'Algérie, qu'il y a aussi, comment dire, d'autres éléments qui colorent cette histoire et qui permettent d'interpréter peut-être différemment, justement, le moment 1967 qu'évoquait Arnaud tout à l'heure. La première idée, justement, le premier axe, c'est de s'intéresser à justement toutes ces personnalités juives qui ont coloré la vision du judaïsme de Gaulle, mais qui ont aussi participé à sa formation. Et je me tourne vers vous, Philippe Boukhara, qui est un historien érudit du judaïsme français, responsable de la formation à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Arnaud Tessier évoquait tout à l'heure une figure quelque part initiale, première justement, qui est la figure du colonel Émile Maillère. C'est finalement, Émile Maillère a un privilège assez singulier, c'est que c'est le seul homme que De Gaulle ait revendiqué comme véritablement un maître à penser. Et Émile Maillère, donc polytechnicien, quoique très mauvais en mathématiques, donc militaire, juif, iconoclaste, visionnaire. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'influence que quelqu'un comme Maillère a pu avoir sur la formation intellectuelle de Gaulle? Alors, oui, j'ai réfléchi, étant donné qu'on a un temps limité, on va essayer d'aller au fond des choses. En plus, on est plusieurs intervenants. Il me semble que
la chose sur laquelle il ne peut pas y avoir contestation, c'est que De Gaulle est quelqu'un qui a fait réfléchir les Français sur le fait militaire. C'est la chose sur laquelle il a mieux compris que tout le monde, il a mieux compris ce que c'était que la guerre moderne, et il a appris aux Français que ne pas avoir les moyens de sa défense, de sa survie militaire, c'est se condamner soi-même à ne pas avoir d'avenir en tant que nation. Là-dessus, il y a unanimité sur ce fait-là. Et donc le fait d'avoir un colonel clairvoyant qui l'amène à réfléchir un peu en amont de tout le monde sur certains problèmes de la guerre moderne dans les années 30, évidemment c'est important, mais l'idée que je voulais vous proposer de broder un petit peu pendant notre bref entretien, c'est le rapport que De Gaulle a eu avec des juifs combattants, justement, avec des juifs qui, eux, avaient l'expérience de la guerre, l'expérience de l'art militaire, et qui pouvaient, sur ce terrain-là, aller à la rencontre de ce qui, pour lui, était majeur. Hein. Alors, pour l'anecdote, j'ai trouvé une commémoration en 1932 des engagés volontaires juifs pour la France, morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Et il y avait là, dans le public, d'une part, Madame Grunbaum-Balin, qui était justement la fille du colonel Meyer, et c'est elle qui tenait ce salon dans lequel De Gaulle a pu, pour la première fois, rencontrer des hommes politiques et des gens influents pour essayer de faire évoluer donc, les conceptions de l'élite de l'époque en France. Donc elle était présente aux côtés des engagés volontaires qui étaient des juifs étrangers, mais qui avaient voulu défendre la France et qui étaient morts au combat. Et puis, à côté d'elle, dans le public, il y a un monsieur qui s'appelle Asher Sapir, qui est un juif de Jérusalem. Et ça me permet d'entrer un petit peu dans le vif de ce que je voulais vous raconter. Il y a vraiment des juifs d'horizons très variés qui ont l'expérience de la guerre et qui ont fréquenté le général de Gaulle. Alors, et là, en l'occurrence, il n'est pas encore général, mais à se nommer Asher Sapir vient d'une des très anciennes familles juives de Jérusalem qui sont là depuis des siècles, qui ne sont pas là depuis donc, le sionisme, mais bien avant le sionisme. Et c'est une personnalité très intéressante. J'ai un petit peu exploré sa vie qui mériterait vraiment un doctorat tellement elle est riche. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'est engagé comme volontaire dans l'armée française. Il a été blessé et il a été décoré comme donc un combattant valeureux. C'est pour ça qu'il est là. Alors il a vécu entre la France et Jérusalem pendant les années 20 et 30. Il s'est même occupé d'éditions de littérature française d'avant-garde dans les années 30. On le voit publier les surréalistes français, des choses comme ça, avec les fonds. En fait, en même temps, à Jérusalem, il dirige un journal en hébreu, un journal en arabe et un journal en anglais. Et donc, il brasse des fonds qui vont lui permettre d'éditer les surréalistes à Paris. Hein. Et donc, cet Asher Sapir, eh bien, il a déjà dépassé les 60 ans, mais il revient à s'engager dans la France libre en 1940. Et il est sur le même bateau que René Cassin au mois de juin 1940. Vous savez, pratiquement au moment de l'appel du 18 juin, René Cassin essaie, avec son épouse, de monter sur un bateau qui va l'emmener à Londres avec toutes sortes de gens de toutes les origines qui essaient donc de continuer le combat. Et il y a Asher Sapir qui est là. Et René Cassin parle de lui donc à 2 reprises dans son très beau livre de souvenirs, Ces hommes partis de rien, qui est vraiment un des grands livres sur la France libre. Hein. Alors je voulais donc entrer en matière un petit peu comme ça. À la fois, donc, on a Émile Meyer qui est le plus français des juifs français, puisqu'il a dans sa lignée des gens qui ont servi la France pendant tout le 19e siècle au plus haut niveau. Il est, je crois, le petit-fils de Michel Goucho, ministre des Finances de la Seconde République. Mais par ailleurs, on a ce juif de Jérusalem. Et puis, si vous m'y autorisez, je vous parlerai d'un autre juif venu de Palestine sous mandat britannique pour servir dans la France libre, qui s'appelle Victor Mirkin. Alors, Victor Mirkin est un compagnon de la Libération. Vous savez que les compagnons de la Libération, c'est vraiment l'élite du gaullisme. C'est les gens qui, en temps de guerre, ont été reconnus comme particulièrement dignes d'être honorés. Et Victor Mirkin est né en Russie, mais il est arrivé enfant en France parce que sa famille était une famille très bourgeoise qui ne pouvait pas rester dans la Russie soviétique. Et il a fait de bonnes études en France qui lui ont permis de devenir officier de réserve, mais en même temps, il était le chef du mouvement de jeunesse sioniste de droite Bétard. On va reparler un petit peu de ces sionistes et de ces sionistes-là en particulier. C'était un spécialiste des arts martiaux, et les gens qui s'intéressent à l'histoire des arts martiaux en France s'intéressent forcément à Victor Mirkin. C'est lui qui a introduit le Jiu-Jitsu en France, et il est très connu dans ces milieux-là comme un grand expert. D'ailleurs, le Bétard aimait bien former ces jeunes aux arts martiaux. Et puis en 1935, il fait son alia, comme on dit. Il va s'installer en Palestine, à Haïfa,
où il est le mandataire de la famille Rothschild pour gérer les entreprises économiques de la famille Rothschild en Palestine, parce qu'effectivement, ils avaient investi beaucoup, aussi bien dans l'industrie que dans différentes branches de l'économie locale en Palestine. Donc ce Victor Mirkin, dès le septembre 1939, il est citoyen français, il a été naturalisé très jeune, et donc il répond à l'appel en tant qu'officier de réserve de l'armée française. Il se rend en Syrie, c'est juste à côté de la Palestine mandataire, et il s'engage. Donc il joue. Alors c'est pas un engagé, c'est un officier français de réserve qui fait son devoir d'officier. Et je passe sur les détails, mais il y a eu des tas de problèmes très compliqués en 40-41 où la France libre de Gaulle n'arrivait pas à mobiliser l'armée française de Syrie et de Liban qui était restée loyale à Pétain, mais finalement, il va être de tous les combats de la France libre, d'abord au Moyen-Orient, puis en Afrique du Nord, puis en France au moment du débarquement en Provence. Et Victor Mirkin, par une ruse subtile, a réussi à capturer des centaines de soldats allemands au moment de la libération de Toulon, dans le débarquement d'août 1944. Finalement, donc, il est mort au combat, près de Belfort, dans les derniers jours de l'année 1944. Et donc, compagnon de la libération, venu de Palestine pour faire son devoir dans la France libre. C'est quelqu'un, en fait, qui était très honoré par toute cette mouvance sioniste de droite qui était liée au mouvement de jeunesse Bétard. Et j'aurais d'autres choses à dire sur ce sujet si vous si vous m'encouragez dans cette direction. Alors... Alors effectivement, vous y encouragera sans doute, mais vous avez mentionné un petit peu les héros inconnus, ou en tout cas mal connus, de la France libre, mais finalement les figures centrales, les figures qui jouent un rôle essentiel, le cercle rapproché de Gaulle, qui est-ce qu'on peut identifier justement comme personnalité juive? Georges Boris, René Cassin, Jacques Bingen? Alors déjà, René Cassin, j'ai oublié de dire qu'il était lui aussi à cette commémoration des engagés volontaires en 1932. Vous voyez, dans la même salle, il y avait Cher Saphir, René Cassin et Madame Grunbaum-Balin. Hein. Donc effectivement, vous avez des juifs très français et d'autres qui sont des engagés volontaires venus donc, de fraîche date en France. Il y a par exemple le dessinateur Tim. Ici, dans ce musée, il y a eu une belle exposition sur Tim où on a raconté son parcours dans la France libre. Donc là, en fait, la liste est tellement longue que ça nous prendrait trop de temps de faire un inventaire. Hein. Par contre, je voudrais dire un petit mot peut-être de quelqu'un, je crois que son fils est présent dans la salle, mais j'en suis pas sûr, quelqu'un de très important qui est Lazare Rachlin. Lazare Rachlin, dont le pseudo de guerre était Lucien Rachet, qui est un personnage très important. Alors, lui aussi aurait dû être compagnon de la Libération, et puis les papiers n'ont pas été rédigés à temps en 1945, donc il n'a pas eu administrativement le titre de compagnon de la Libération, mais il a pris des risques incroyables pour servir à la résistance intérieure et pour ensuite rejoindre De Gaulle à Londres, revenir en mission. C'est un de ceux qui mettent en place l'administration dans la France libérée à l'été 1944, hein, mais auparavant, donc, il a fait des choses étonnantes, de courage, d'audace, et c'est un homme d'une intégrité exceptionnelle qui, après la guerre, retourne à la vie civile. En fait, il y a une dimension dramatique, c'est que son jeune frère, a été assassiné à sa place après de multiples tortures. Et il faut reprendre l'entreprise familiale que normalement son jeune frère aurait dû reprendre. C'est lui qui va s'en charger, donc en évitant les honneurs, en évitant la politique, alors qu'en fait, il est très proche du général de Gaulle. Et c'est un de ceux qui organise le financement du mouvement gaulliste après la Seconde Guerre mondiale. Quand de Gaulle a lancé le RPF, à partir de 1949, il avait besoin d'un soutien financier sérieux. Et Lazare Rachlin, qui est donc un industriel qui fabrique des supports en métal pour les lits, hein, c'est sa spécialité, eh bien, il s'occupe des collectes d'argent assez efficacement. Et il va être très proche de Gaulle pendant toute sa vie. Il est mort en 68, sauf que moins d'un an avant sa mort, il y a eu justement les événements de 67 qui l'amènent à diverger avec le général de Gaulle. Et pour lui, c'est, semble-t-il, un véritable drame personnel. C'est quelque chose très difficile à assumer, étant donné sa proximité affective avec de Gaulle, qui est vraiment réciproque. Quand on voit les messages que de Gaulle lui envoie, les commentateurs disent toujours que de Gaulle était souvent avare de compliments ou d'affectivité. Or, il en témoigne quand il s'agit de Lazare Rachlin. Effectivement, le très beau livre de François Rachlin s'appelle Les silences d'un résistant, qui sont consacrés à son père. Il y a aussi un témoignage sur le site de l'INA, en fait, de Lazare Rachlin, court mais extrêmement poignant, justement, où il explique comment 1940 est un tournant. Alors, si vous me permettez, en fait,
Lazare Rachlin m'est venu à l'esprit pour vous répondre aussi parce qu'il était un militant de cette même mouvance sioniste de droite. Alors on dit sioniste de droite pour simplifier, mais en réalité, lui, il a toujours été un homme de gauche et il était un gaulliste de gauche. Vous voyez, il était dans l'aile gauche du gaullisme après avoir été très à gauche avant la guerre. Et il se trouve que dans cette mouvance-là, Lazare Rachlin était très important pour aider l'Irgun. Vous voyez, l'Irgun, mouvement clandestin contre les Anglais, avait un réseau actif en France. Et un des maillons importants de ce réseau, c'était Lazare Rachlin. On savait notamment qu'il était proche du général de Gaulle. Hein, et donc, à ce titre-là, dans les années 50-60, il est un de ceux qui anime une campagne très efficace, en fait, pour obtenir des soutiens dans les milieux politiques français. Et en 1952, c'est peu connu, mais Menachem Begin, ancien chef de Irgun, chef du grand parti de droite israélien qu'on n'appelait pas encore le Likoud, eh bien, est reçu par De Gaulle par l'intermédiaire de Lazare Rachlin, justement, et par l'intermédiaire d'un autre ancien de la France libre qui s'appelait en hébreu Benzion Chomsky, mais il avait un nom anglais qui ne me vient plus à l'esprit, il avait un nom de guerre anglais. C'est ces deux hommes-là qui avaient tous les deux servi dans la France libre qui ont été les intermédiaires pour que Begin et De Gaulle puissent se rencontrer. Et alors, il était prévu que De Gaulle lui consacre un quart d'heure entre deux rendez-vous, mais ça a duré 1h30 finalement, l'entretien entre De Gaulle et Menachem Begin, qui précède donc de loin les entretiens avec Ben Gourion qui viendront beaucoup plus tard. Et une autre figure quand même, qui est aujourd'hui peut-être un petit peu oubliée, bien injustement, qui a joué un rôle tout à fait fondamental, sans doute l'un des successeurs de Jean Moulin d'ailleurs, qui est Jacques Bingen, dont les dernières lettres, justement, sont peut-être l'une des expressions les plus pures de ce qu'est être un Français libre. Oui, alors là, voilà, on est passé insensiblement parmi les Juifs français, mais finalement, donc, peu importe, il ne faut pas attacher tant d'importance que ça au passeport que les gens avaient en leurs mains. C'est un très beau document auquel vous faites allusion. Jacques Bingen, donc, qui est un des principaux émissaires du général de Gaulle en 1944 pour la succession de Jean Moulin, pour coordonner la résistance intérieure. Jacques Bingen, dont le nom a été donné à une rue de Paris, eh bien, il devine qu'il va mourir bientôt parce qu'il voit se resserrer autour de lui les surveillances de toutes sortes des Allemands. Et il a une correspondance avec sa mère qui a été conservée, dans laquelle il y a une allusion très intéressante, mais qui est discrète, qui occupe seulement un paragraphe. Une allusion où il dit à sa mère « Si tu savais parmi nous combien de Juifs, et si tu savais comme ils se comportent bien ». Et quand on sait qui est Jacques Bingen et l'ampleur des services qu'il a rendus au pays, à la patrie, c'est assez impressionnant, vous voyez, de ce constat que les Juifs sont nombreux et qu'ils se comportent bien dans ce milieu-là de l'élite de la résistance française. Et oui. Il y a enfin accessoirement la volonté de venger tant d'amis juifs torturés ou assassinés par une barbarie comme on n'en a point vu depuis des siècles. Et là encore, la volonté d'un juif de plus. Il y en a tant, si tu savais, de prendre sa part entière et plus que sa part dans la libération de la France. Bref, on a ce panel des juifs lucides dont parle Charles de Gaulle, justement, qui sont parmi les premiers à le rejoindre. On a pu parler de Georges Boris également, justement, à côté de cette poignée d'aristocrates et de pêcheurs de l'île de Sein. Mais alors, dernière question, finalement, cette implication de juifs, de sionistes dans la France libre, quelle influence sur le mouvement sioniste lui-même, en particulier après-guerre ? Étant donné que la question est vaste et qu'on n'a pas beaucoup de temps, je répondrai par un exemple concret. Vous avez pendant la guerre d'indépendance d'Israël en 1948, il y a un commandant d'unité dans le sud du pays qui s'appelle Teddy Aitan. Et Teddy Aitan, en fait, c'était le pseudonyme de Tadé Difre, qui était compagnon de la Libération, qui n'était pas juif, mais qui a répondu à l'appel qu'on appelle le Mahal, c'est-à-dire l'engagement de volontaires juifs du monde entier, mais aussi de volontaires non juifs qui ont voulu se battre pour la naissance de l'État d'Israël, de même qu'il y a eu dans les brigades internationales, vous voyez, l'équivalent pour l'Espagne républicaine. Eh bien, Tadé Difre, en tant qu'ancien de la France libre, va s'engager dans l'armée israélienne et comme il a une expérience militaire importante, on lui confie la direction donc d'un important secteur du front, enfin dans le Negev. Et donc l'osmose est très forte. Il y a un autre exemple très intéressant, Raymond Schmittlin, qui était quelqu'un d'important pendant la Seconde Guerre mondiale, comme un des émissaires de Gaulle, d'abord au Proche-Orient, puis en URSS. Et Raymond Schmittlin, donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'armée française de Syrie et du Liban ne voulait pas se rallier à De Gaulle. Or, Raymond Schmittlin a installé un émetteur radio pour faire de la propagande en direction de cette armée pour qu'elle se rallie à De Gaulle. L'émetteur était basé dans l'appartement
du chef de la Haganah à Haïfa, qui s'appelait David Cohen. Donc lui, c'était pas un sioniste de droite, c'était un sioniste de gauche. Mais donc, son appartement a servi à accueillir cette osmose entre la France libre et les sionistes. Vous avez dit qu'au début de la France libre, quand ils étaient encore très peu nombreux, eh bien, le contact avec les sionistes était d'autant plus significatif. Il n'y avait pas tant de soutien que ça pour la France libre. Et bien voilà un exemple, donc le Raymond Schmittlin, qui n'est pas juif, mais qui pendant toute sa vie va être aux côtés de cette mouvance des sionistes de droite, je les appelle comme ça pour simplifier, en n'oubliant jamais son expérience de la guerre en Palestine. D'accord, merci beaucoup Philippe Boukhara. On aura l'occasion de revenir sur certains points. Donc ce qu'on peut retenir déjà, c'est cette connexion très précoce entre la France libre et le mouvement sioniste avant même la création de l'État d'Israël, qui connaît une prolongation finalement assez logique avec le soutien manifeste du général de Gaulle à la création de l'État d'Israël et ses échanges ensuite dans les années 1950 avec Jacob Tur, ambassadeur d'Israël en France dans les années 50, qui d'ailleurs vient rue de Solferino, qui est à l'époque le bureau parisien du général de Gaulle, qui est aujourd'hui le siège de la Fondation. Et les paroles de Gaulle sont claires. Votre existence est une nécessité historique, votre présence au Moyen-Orient est une réalité et nul ne peut l'ignorer. Tout ceci, ça s'inscrit dans un cadre, celui de la 4e République finissante, où il y a un lien extrêmement fort, notamment sur le plan militaire, entre l'État d'Israël et la France, et en particulier la coopération atomique. Et je voudrais en venir ici à vous, Samy Cohen, donc directeur de recherche au CNRS et auteur du livre de référence sur la question, donc De Gaulle, les gaullistes et Israël, paru aux éditions Alain Moreau en 1974. Un livre d'ailleurs dont la réédition serait peut-être un peu plus que nécessaire, parce que c'est finalement l'ouvrage de référence et c'est aussi l'ouvrage par lequel vous avez construit votre carrière de chercheur, justement, vous intéressant à la relation de Gaulle avec l'État d'Israël. Vous avez donc votre témoignage, vous avez d'ailleurs donné un très très beau texte donc, qui est librement accessible sur le site du MAGE, dans le numéro de la lettre de la Fondation. Et c'est autour de ce texte donc, que je voudrais dialoguer un petit peu avec vous. Ces événements, vous les avez vécus. Les acteurs, vous les avez rencontrés véritablement, en particulier les diplomates israéliens. Et donc peut-être qu'avec vous, on va essayer de comprendre le chemin qui va mener vers ce moment donc, de 1967. Alors déjà, finalement, vous avez rencontré des ambassadeurs, en particulier l'ambassadeur Eitan, qui était en poste en 1967. On peut penser à ce moment-là qu'il y a un tournant, c'est-à-dire que la fameuse conférence de presse donc, de novembre 1967, c'est une espèce de surprise. Et pourtant, quand vous parlez à ces diplomates israéliens, ce qui est extrêmement intéressant et tout à fait original dans votre propos, c'est qu'ils semblent plutôt évoquer des regrets, ou en tout cas un rendez-vous manqué quelque part. Oui, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé par interroger des diplomates israéliens qui étaient en poste à Paris à partir de 59 jusqu'à 67 et même après. Et ce qui m'avait frappé, c'est que au lieu d'un réquisitoire contre De Gaulle, en fait, ils ont fait un mea culpa pour expliquer qu'au fond, pendant ces années, ils n'ont pas compris une chose, c'est qu'il fallait cultiver des relations avec la France qui allaient au-delà de la coopération militaire qui s'était instaurée déjà à partir de la 4e République, confirmée sous la 5e République, mais il fallait investir aussi le domaine de la culture. Et un des diplomates, Yohanan Meroz, qui était ministre plénipotentiaire à Paris pendant les années 60, il dit pour nous, la culture, c'était rien du tout. C'était du bon temps. Voilà, on n'a pas réalisé que pour la France et pour les Français et que pour le général de Gaulle, investir dans la culture était quelque chose de très important. Et nous ne l'avons pas fait. Et donc, du coup, l'un d'eux qui dit nous nous sommes comportés un peu comme la menthe de la France qui se contentait de recevoir les armes, et puis c'est tout. Dès lors qu'on recevait les armes, on ne s'est pas intéressé à autre chose. Et là, c'était une erreur de notre part de ne pas aller au-delà de cette limite et d'essayer d'approfondir la relation avec la France pour qu'elle soit plus solide. Mais alors, pourtant, la relation De Gaulle-Israël, c'est aussi le lien direct entre De Gaulle et Ben Gurion.
les visites de Ben Gurion en 1961 et des formules extrêmement explicites à ce moment-là du général de Gaulle. Notre ami Israël, notre ami et notre allié. Une formule qu'il répète d'ailleurs en 1964 à Lévi-Eshkol. Et donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre cette perception des diplomates et en même temps, à ce moment-là, la perception de l'opinion israélienne vis-à-vis du tournant gaulien? Est-ce que là, par contre, il n'y a pas une espèce de déception forte, ou en tout cas de surprise, face à la prise de position de De Gaulle? À la prise de position de De Gaulle en 67. 67, oui. Oui, bien entendu. Bien entendu. Jusqu'en 67, pour l'opinion publique israélienne, De Gaulle était l'ami et l'allié, de même qu'Israël était l'ami et l'allié de la France. De Gaulle avait une image absolument phénoménale dans l'opinion publique israélienne. Et brutalement, l'opinion publique se réveille, d'abord avec cette espèce de coup de froid, où le moment où Abba Eban vient solliciter le soutien de Gaulle, c'était je crois le 22 mai, ou un peu plus tard, le 24 mai, et De Gaulle lui dit d'emblée, lui dit écoutez, ne soyez pas les premiers à tirer, n'entrez pas dans une guerre. Et la diplomatie israélienne, à l'époque, il n'y avait que les diplomates israéliens qui étaient au courant de cet entretien. Et petit à petit, avec ce qui était plus apparent, c'était la décision d'appliquer un embargo à l'égard des armes envers Israël. Il ne s'agissait pas de toutes les armes fournies à Israël, il s'agissait simplement d'un embargo sur les 50 Mirage qui avaient été achetés en 1968, un an avant, et qui devaient être livrés que fin 67, début 68. Et donc, mais pour l'opinion publique israélienne, c'est un embargo à un moment où très difficile sur le plan sécuritaire. L'opinion publique israélienne s'apprête à une confrontation avec l'Égypte, peut-être à une attaque qui émanerait de l'Égypte directement sur son territoire. Donc la tension est extrême et l'opinion publique ne comprend pas. Elle ne comprend pas l'embargo. Et ensuite, tout de suite après la guerre des 6 jours, De Gaulle condamnera l'ouverture des hostilités par Israël. Et là aussi, les gens ont l'impression que quelque chose vraiment ne va plus du tout entre De Gaulle et Israël. Donc, est-ce qu'on peut dire que 67, c'est quelque part un aboutissement? Parce que si on regarde bien, il y a une forme de chemin qui y conduit. C'est l'affaire Renault de 1959, c'est le rétablissement des relations diplomatiques progressives, d'ailleurs, avec l'ensemble des pays arabes après la fin de la guerre d'Algérie, d'ailleurs assez lentement, à partir de 1963. Ou est-ce qu'au contraire, on peut considérer qu'en 1967, il y a une espèce de déception gaullienne qui va en partie nourrir la fameuse conférence de presse du 27 novembre 1967? Écoutez, il y a deux choses dans votre question. Il me semble d'abord c'est la reprise des relations avec le monde arabe et par ailleurs la conférence de presse. En ce qui concerne, deux mots en ce qui concerne la reprise des relations avec le monde arabe. On a beaucoup dit que c'était la position de Jacques Soustelle à l'époque, qui avait été un des ministres proches du général de Gaulle. Il avait, paraît-il, alerté Ben Gurion en 1960 pour lui dire attention, De Gaulle, à partir du moment où il aura mis un terme à la guerre avec l'Algérie, il se tournera vers le monde arabe, il lâchera Israël, il fera une grande politique pro-arabe. Ben Gurion, à l'époque, n'a pas été particulièrement ému de cette mise en garde. Moi-même, dans mes recherches, je n'ai pas eu l'impression qu'au 67 pourrait être interprété comme l'occasion, rêvée comme certains l'ont dit, l'occasion rêvée de faire une grande politique pro-arabe. Parce que c'est une position qui ne tient pas la route. On ne peut pas décider de faire une grande politique pro-arabe et un an plus tôt livrer par un contrat signé en mai 66, 50 Mirages à Israël. C'est vraiment totalement illogique. Ça c'est le premier point.
Deuxième point, concernant la reprise des relations avec le monde arabe, je tiens à signaler que la reprise des relations diplomatiques qui s'effectue à partir de la fin de la guerre d'Algérie, elle a lieu de manière très sans enthousiasme particulier de la part du général. Notamment, je me souviens d'une note qui avait été adressée au général de Gaulle par le secrétariat général de l'Élysée, par le secrétaire général de l'Élysée, lui disant, voilà, je viens de rencontrer une personnalité jordanienne qui souhaite, la Jordanie souhaite reprendre les relations diplomatiques avec nous. C'était en juillet 1962. De Gaulle note en marge de cette demande, dire, bah, écoutez, je ne cite pas mot à mot, l'esprit c'était, écoutez, allons-y, mais sans empressement, nous, qu'ils sachent bien que nous n'avons rien à demander aux pays arabes. Donc voilà, les relations diplomatiques, c'est le rétablissement des relations diplomatiques, c'est dans l'ordre des choses. Je pense que n'importe quel gouvernement aurait renoué avec le monde arabe. Il était illogique que la France ne renoue pas ses relations diplomatiques avec l'Égypte, la Jordanie, enfin la Syrie, tous ceux qui avaient tous ceux qui avaient rompu avec la France au moment de Suez. En ce qui concerne le deuxième point, la conférence de presse de novembre 1967. Alors là, c'est vraiment important parce qu'il y a deux choses qu'il faudrait dissocier. La première, c'est la petite phrase que tout le monde connaît, peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Moi, je dirais que il faudrait prendre cette phrase en la relativisant un peu. Relativisant comment? Premièrement, il y a trois éléments dans cette phrase. Il y a peuple d'élite, c'est très élogieux. Sûr de lui-même, je dirais c'est plutôt ambigu, sûr de lui-même. Dominateur, c'est le contraire d'élogieux. C'est franchement désobligeant. Ça, c'est une première chose. Alors, la question est de savoir, vous avez posé la question, est-ce qu'il n'y avait pas un élément un sentiment de vouloir prendre un peu sa revanche? Sans doute. Sans doute, le fait que la communauté juive s'était rangée massivement derrière Israël pendant la guerre des 6 jours, qu'elle n'avait pas approuvé les positions de Gaulle, je pense que tout ça l'avait quelque part marqué. Il n'était pas très content. Je voudrais juste citer une phrase qu'il dit à un de ses collaborateurs, qui est Jacques Foccart, et il lui dit, si vous permettez 30 secondes, que je retrouve cette citation qui est assez importante. En l'occurrence, c'est en août 1968, c'est Jacques Foccart qui rapporte ça dans ses mémoires. De Gaulle lui aurait dit les Juifs ne m'ont pas compris, ce sont des imbéciles, ce n'est pas ça ce que je voulais faire, ce n'est pas les insulter. Voilà, je dis ça grosso modo, je cite exactement le texte, le passage de cet entretien dans l'article que vous avez cité, que j'ai soumis à la Fondation Charles de Gaulle. Ça, c'est une première chose. Donc je dirais qu'il faut relativiser la question de la fameuse petite phrase, d'autant plus que ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est la manière qu'a le général de Gaulle de généraliser. Il parle du peuple juif de manière globale. Moi, c'est ça que je trouve un peu choquant. C'est cette manière de généraliser. Mais d'un autre côté, je dirais que le général de Gaulle était une personne à généraliser. Souvenez-vous, ça a été rapporté par son fils, l'amiral de Gaulle, l'amiral Philippe de Gaulle, quand il dit « les Français sont dévots ». Écoutez, c'est une généralisation absolument incroyable. Mais voilà, lorsqu'il parle des Arabes, en 1956, il donne un entretien au correspondant du New York Times à Paris. Il va donner un autre entretien la même année, à quelques mois d'intervalle, à Jean-Raymond Tournoux, qui était le correspondant, je crois, de Paris Match. Et dans les deux cas, il dit pique-pendre des Arabes en disant « c'est quoi les Arabes ? Est-ce que vous les avez déjà vus
réalisé quoi que ce soit. Les Arabes n'ont jamais construit une digue de leur vie. Ils sont habiles comme des mendiants. Bon, c'est le genre de propos, évidemment, hyper choquant, mais il faut le comprendre dans son style, le style personnel du général, qui est de prendre quelquefois des nations, des collectivités, et de leur attribuer des qualificatifs de manière générale. Ça, c'est peut-être un vrai problème lorsqu'on prend du recul. Alors, mis à part la fameuse petite phrase « peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur », autant je crois que cette phrase doit être relativisée, je ne pense pas qu'elle révélait chez le général de Gaulle un sentiment antisémite. Non, ça ne tient pas la route un seul instant. Pour les mêmes raisons que je vais donner tout à l'heure, sa grande sympathie, tout ça a été rappelé, sa grande sympathie pour le peuple juif, pour l'État d'Israël, pour Ben Gurion, le fait qu'il a largement accordé un soutien militaire à Israël, soutien militaire, il faut le rappeler, qui a permis à Israël de remporter la guerre de 6 jours, ça il ne faut pas l'oublier, et ce qui fait que, voilà, pour moi, cette petite phrase, c'est l'élément choquant, ce n'est pas l'élément le plus dommageable pour Israël. C'est quoi l'élément le plus dommageable? C'est ce qui vient après. C'est lorsqu'il dit, il dit 2 ou 3 choses qui sont quand même très importantes, si vous permettez, dans la conférence de presse et après. Il dit une chose, il dit la chose suivante. Il parle des Juifs qui se sont installés dans des terres acquises dans des conditions plus ou moins justifiables. Écoutez, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une remise en question de la légitimité même du projet sioniste, la légitimité même des Juifs de créer un État d'Israël. C'est une phrase qui est extrêmement forte, qui est extrêmement puissante. La deuxième phrase, ce qu'il dit également, à la faveur de l'expédition franco-britannique de Suez, on avait vu apparaître un État d'Israël guerrier et résolu à s'agrandir. Alors là, je dois dire une chose, je confesse une chose, c'est une phrase que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui a pris au général de prononcer une phrase pareille, alors qu'en 1956, vous avez rappelé très bien qu'il avait reçu l'ambassadeur d'Israël rue de Solferino, et il avait fait connaître son soutien à Israël au cours de cette opération. En 1957, il rencontre Menachem Begin, que vous avez mentionné, et il lui dit « Surtout, ne quittez pas Gaza ». Alors, qu'est-ce qui lui prend en novembre 1967 de dire qu'on a vu à la faveur de l'expédition franco-britannique de Suez un État guerrier et résolu à s'agrandir? Il faut dire, par ailleurs, que Israël s'est engagé dans la guerre de Suez pour une raison très simple. C'est que l'Égypte venait de conclure un contrat très important d'armement avec la Tchécoslovaquie en fin de 1955. Et là, Israël voyait très bien se profiler une menace militaire très importante. Donc la conjonction des intérêts entre Israël d'un côté, la France et la Grande-Bretagne, c'était évidemment pour Israël du pain béni pour pouvoir détruire tout ce potentiel militaire tout en prenant le minimum de risques puisque la France et la Grande-Bretagne intervenaient également. Ensuite, le troisième point qui concerne cette conférence de presse, c'est lorsqu'il dit maintenant, il organise sur les territoires occupés qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans opposition, répression, expulsion, et s'y manifeste contre lui une résistance qui à son tour il qualifie de terrorisme. Le général utilise l'expression d'occupation et il utilise l'expression d'annexion. Tous les cas d'occupation. C'est une phrase qui apparaît à l'époque
en tous les cas, l'occupation étant un acte illégitime pour le général de Gaulle. Non, je suis désolé, sur le plan du droit international, lorsque deux parties se font la guerre et qu'une partie l'emporte et occupe le territoire de l'autre, l'occupation selon le droit international est tout à fait légitime. Par contre, là où il faut être très vigilant, c'est au fond le respect du droit international humanitaire que l'occupant est censé respecter. Là où De Gaulle a eu raison, c'est il avait déjà, il faut dire, il y avait un sentiment prémonitoire chez lui. C'est au fond de décrire toute cette logique infernale, occupation, résistance, répression. Et là, il a eu raison, c'est ce qui s'est passé. On peut aimer, ne pas aimer l'État d'Israël. Le fait est que progressivement, c'était pas comme ça, mais progressivement, c'est ce qui s'est passé dans les territoires occupés. Et enfin, un dernier mot, puis j'arrête là, je vous repasse la parole, je suis désolé. C'est lorsqu'il écrit à Ben Gurion, en décembre 67, donc un des textes qui a été dans sa réponse du 30 décembre, où il lui dit une occupation, il parle d'une occupation dont tout indique qu'elle tend à l'annexion. Il utilise, je pense à juste titre, le mot d'annexion, partiellement, puisque Israël venait d'annexer Jérusalem-Est. Donc, c'était tout à fait justifié. Par contre, là où il faut introduire un bémol quand même, c'est qu'en décembre 67, rien n'était acquis. Le gouvernement de Lévi-Eshkol avait proposé, quelques mois plus tôt, à la Ligue arabe, d'échanger les territoires contre un traité de paix. La Ligue arabe avait totalement rejeté cette proposition. Tout le monde, encore en décembre 67, il n'y avait pas ce grand projet de colonisation. Ça n'existait pas encore. Il y avait une colonie qui avait été reconstruite à Gush Etzion, mais il n'y avait pas ce phénomène qui est devenu phénoménal par la suite. Merci beaucoup. Merci, Samy Cohen. Pour cette très belle intervention dans laquelle finalement vous faites le lien entre des événements que vous avez vécus, interprétés d'une manière, et que maintenant, avec le recul, effectivement, vous repensez avec une puissance donc, qui est tout à fait saisissante. Alors, dernier point, et je me tourne donc vers Denis Charbit et les Juifs français. C'est bon, on m'entend ? Oui, c'est bon, on m'entend de nouveau. Oui. Les Juifs français et cette histoire, on a vu qu'il y avait un lien finalement assez précoce de Gaulle avec les Juifs français, avec des Juifs français. On a vu également cette perception du sionisme très précoce qui colore son lien particulier avec l'État d'Israël. Reste finalement la question de l'après. Pour en parler, d'une part, mon amie Perrine Simon-Naoum, qui est philosophe, directrice de recherche au CNRS. Elle a participé à l'ouvrage qui est paru récemment, donc issu d'ailleurs d'un colloque qui s'est tenu dans cette salle, Les Juifs, une tâche aveugle dans le récit national. Plus récemment, donc, un ouvrage personnel, Des raisons modernes, que j'adore. Alors, je me permets de recommander la lecture. Et également, Denis Charbit, donc, qui est professeur à l'Open University de Tel Aviv, qui, parmi de très très nombreux ouvrages, donc, a dirigé une synthèse sur les intellectuels français et Israël, et qui est également auteur de très très nombreux ouvrages sur l'histoire du sionisme et du judaïsme français, et qui joue un rôle tout à fait moteur donc, dans notre projet. J'aurais voulu avec vous rapidement proposer une réflexion sur trois axes. Le premier axe, c'est tout simplement la mémoire de la guerre et la mémoire également de la Shoah. On parlait tout à l'heure, on évoquait le titre du beau livre de François Rachlin, Les silences d'un résistant, ce qui finalement colore beaucoup la relation entre De Gaulle et les Juifs français après 1945, c'est un certain silence. Il faut également, il faut le dire, silence notamment parce que
Il y a le refus peut-être de Gaulle d'évoquer directement la Shoah. Alors on ne sait pas évidemment si il n'y a pas une part de pudeur. On connaît l'anecdote sur laquelle en 1967, il demande, quand il visite à Auschwitz, lors de sa voyage en Pologne en septembre 67, il demande à rester seul un instant avant d'écrire ces quelques mots. Quel dégoût, quelle tristesse, quelle pitié et pourtant quelle espérance humaine. Mais c'est aussi le refus finalement de parler aux Juifs en tant que Juifs. En 1960, par exemple, alors qu'il est sollicité pour le centenaire de l'Alliance israélite universelle, il décline. C'est André Malraux, l'un de ses passeurs d'ailleurs vers la culture juive, qui assurera ce discours. Alors je me tourne vers vous, Denis Charbit. Est-ce que de votre point de vue, il y a un refus du général de Gaulle de s'adresser spécifiquement aux Juifs français? Et comment est-ce que ce refus, dans ce cas-là, a pu être perçu par les Juifs français? Alors, je crois que votre question me permet de mettre en lumière la grandeur du personnage et le fait qu'il est aussi dans un contexte intellectuel au sens très large du terme. Très peu évoquent la Shoah, y compris parmi les intellectuels. Prenons ce livre qui a certainement plus marqué le judaïsme français ou la communauté juive de France après la Seconde Guerre mondiale, c'est les réflexions sur la question juive. Il y a très peu de vocations. Le mot d'Auschwitz n'est pas prononcé, il parle de Lublin, de Majdanek, 2-3 évocations à peine. Et pourtant, Dieu sait comme ce livre a eu un impact énorme, puisqu'on osait dire clairement qu'il y avait un antisémitisme français, y compris après la guerre. Et là, je dirais que ce silence-là, et j'ai lu, comme peut-être beaucoup d'entre vous, le livre de François Azouvi, qui a essayé de démonter la thèse comme quoi personne n'a parlé de l'Holocauste, comme on disait avant, personne n'emploie le mot de Shoah jusqu'au film de Claude Lanzmann. Et d'ailleurs, à l'époque, on met CHOA, SHOA, enfin, on prend quelques temps avant de l'orthographier comme on le fait de nos jours. En dépit de la thèse de François Azouvi, qui est très bien étayée, il est vrai qu'il y a une sorte de pudeur, alors qui n'a pas l'excès insupportable de Gabriel Marcel quand il disait les Juifs feraient mieux, il écrit ça dans La Croix en 1945, feraient mieux de ne pas évoquer leur malheur spécifique. Je crois que ça rencontre effectivement voilà, un climat qui fait qu'on ne parle pas, qu'on ne dit pas à haute voix ni l'Holocauste, ni le malheur des Juifs. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais que De Gaulle est, je ne jugerai pas, je ne l'isolerai pas du reste de la classe politique et de la classe intellectuelle. Albert Camus, ô combien sensible, en parle lui aussi très très peu, à peine dans ses carnets. Et donc à cet égard, ce silence ne m'apparaît pas distinguer De Gaulle du reste de ses contemporains. Et peut-être aussi pour garder la liaison avec ce qui a été dit par Samy Cohen autour de cette conférence, on dit que, et Aron le dit très clairement, c'est lui qui a provoqué ou a suscité de nouveau le retour de cette question. C'est pas tout à fait exact. Je voudrais rappeler qu'en 1966, peut-être certains d'entre vous s'en rappellent, il y a eu la parution de ce livre d'un auteur qui n'est certainement pas un des plus grands de l'histoire littéraire de la France, Roger Perfit, qui s'appelait Les Juifs, qui mettait en premier lieu, je dirais, cette idée d'une conspiration et qui avait été un franc succès lorsqu'il est paru 1 an seulement avant. Donc cette prudence-là, ce silence-là, ben voilà, c'est que je parlerai également éventuellement des conséquences positives également de cette conférence, y compris de cette phrase aussi terrible. C'est qu'elle remet le mot peuple et le mot juif sur la table, au détriment, au désarroi d'une partie de la communauté juive de France qui entend, effectivement, qui est républicaine et pour qui la nationalité française est première et inégalée, une et indivisible. Et c'est remettre dans le champ, alors d'une manière effectivement qui a heurté beaucoup de juifs français ou de français juifs, parce qu'elle est faite dans ce contexte, en plus en liaison avec le conflit israélo-arabe. Mais encore une fois, c'est peut-être ça, à la fois
les limites du personnage et sa grandeur. C'est celui qui, pendant 20 ans, ne va pas parler de la condition juive ou des juifs pour les distinguer de la communauté nationale, parce que le projet républicain est par définition un projet qui veut rassembler tout le monde et laisse les différences dans le privé. Et c'est lui qui, en quelque sorte, déchire. De ce point de vue-là, il a une responsabilité, en tout cas comme le premier qu'il a fait, d'avoir, en quelque sorte, déchiré le voile sur cet artifice national, mais qui est au principe même de la République, c'est-à-dire que toutes les différences doivent se résoudre dans la sphère privée. Merci beaucoup. Tu voulais ajouter quelque chose, Perrine, ou réagir ? Oui, enfin, juste peut-être un mot pour être d'accord avec Denis, pour dire quand même qu'il me semble qu'il y a 2 niveaux auxquels il faut réfléchir, et je vous renverrai au très bel article de Jean-Louis Crémieux-Briac qui était paru dans la revue Le Débat et qui revenait justement sur la manière dont les Juifs dans l'entourage de Gaulle à Londres et de Gaulle lui-même avaient envisagé le processus d'extermination. Et Jean-Louis Crémieux-Briac montre très bien que le niveau auquel se situent à ce moment-là les Juifs dans l'entourage de Gaulle, et ce qui vaut, je pense, pour ensuite les années 50, c'est effectivement cette réflexion républicaine, ce niveau politique qui fait que le judaïsme est en quelque sorte, n'est évidemment pas ignoré, mais que la manière dont on se présente en public et d'abord sous l'étiquette d'un français israélite ou français juif. Cela dit, je crois que François Azouvi est tout à fait dans le vrai quand il montre qu'on a, après-guerre, parlé de la Shoah, mais là encore, j'y verrais une divergence. Il y a un effort des Juifs français pour réfléchir à leur situation, non pas dans la République, mais dans l'histoire. Ce qui se passe autour des colloques des intellectuels juifs qui sont fondés en 1957, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, et qui pose à ce moment-là, qui envisage la question du judaïsme, mais comme une question spirituelle. Non pas comme une question religieuse, non pas comme une question politique, mais comme une question spirituelle autour de ce qui pourrait être finalement la conscience juive, hein, c'est le titre du volume qui réunit les 3 premiers colloques, et la manière dont il y aurait finalement peut-être une manière juive d'être au monde, et qui passerait avant tout, je dirais, par une position spirituelle. Bon, il ne faut pas oublier non plus que les années 50 ne sont pas les années fastes pour le gaullisme, et que, je veux dire, il a d'autres problèmes politiques à traiter avec d'autres partis politiques, notamment le MRP, qui représente l'entrée d'un catholicisme de gauche pour la première fois sur le plan politique en France. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a un deuxième axe, une deuxième ligne de force, finalement, qu'on voulait un petit peu creuser, c'est tout simplement la question de l'Algérie, bien évidemment, sachant que la question du rétablissement du décret Crémieux en octobre 1943 est un premier marqueur par lequel De Gaulle et René Cassin, d'ailleurs, considèrent que rétablir en quelque sorte les Juifs dans leur plein droit, c'est une composante évidente du rétablissement de la République. Simplement, De Gaulle est aussi l'homme de l'indépendance de l'Algérie, donc l'homme de l'exil pour toute une communauté juive qu'on évalue à environ 130 000 personnes. Est-ce que finalement, c'est l'exil, donc le retour des Juifs algériens en métropole, du coup la recomposition quelque part de la communauté juive, ça va changer le regard sur De Gaulle? Alors je ferai deux types de réponses. La première, c'est pas le retour, c'est l'arrivée en métropole. D'accord. Mais pour répondre sur le fond, je pense effectivement que l'arrivée des Juifs d'Algérie, et qui sont arrivés à hauteur de
90%. 12 000 environ sont allés en Israël. Je serais appelé à en parler en janvier sur le colloque du départ des Juifs des pays arabes, ici dans cette salle-là. Mais bien entendu que pour une grande partie des Juifs d'Algérie, De Gaulle a trahi, puisqu'ils sont restés, mis à part les sionistes qui étaient parmi eux, ils sont restés sur l'idée du « je vous ai compris ». En même temps, il ne faut pas oublier que les Juifs avaient été, et vous le rappelez dans votre article que j'ai lu, étaient quand même les vrais porteurs de la voie de la solution libérale qu'a incarné Camus jusqu'à son silence, c'est-à-dire ceux qui estimaient que la France devait rester, mais qu'elle devait en finir avec ses inégalités structurelles coloniales. À ceci près qu'il y a eu très peu de répondants et, au sein de la communauté européenne, en Algérie, et également parmi les Algériens, les Arabes d'Algérie. Effectivement, dans la mesure où l'intégration a été relativement récente, et c'est vrai qu'on parle finalement de 5 années seulement, de 62 à 67, on est en droit de penser que le rapport à De Gaulle était d'un autre ordre, d'autant que, puisque vous avez évoqué l'abrogation de l'abrogation, ça ne s'est pas fait dans un grand faste cérémonial, on n'a pas fait autour de leur réintégration, on a signé un paraphe et les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc je dirais que de ce point de vue-là, De Gaulle lui-même n'a pas tiré parti et n'a pas peut-être obtenu cette sorte de gratitude, même si personne n'a oublié que De Gaulle a mis fin à cet atermoiement qui avait duré depuis 1 an. Et néanmoins, même si j'admets sans doute que les Juifs d'Algérie n'avaient pas le même, peut-être pas, et encore, le même rapport à la République, mais ce qui est certain, c'est qu'il me semble que sur cette question de l'impact des Juifs d'Algérie sur cette manifestation de solidarité avec Israël, je souscris aux propos, et il faut lire cette page-là, de Raymond Aron dans De Gaulle, Israël et les Juifs, dans lequel il s'indigne qu'on puisse faire la distinction entre les Juifs ashkénazes et les Juifs d'Algérie, ou les Juifs séfarades plus largement, en disant, d'abord, ça me rappelle le souvenir en Allemagne, à Berlin, en 1933, lorsqu'on me demandait de faire la distinction entre les Juifs d'Allemagne et les Juifs de Pologne, ceux qui se tiennent bien, pour reprendre la phrase de Bingen, et ceux qui ne se tiennent pas bien. Et il dit, je suis suffisamment sociologue pour savoir que bien sûr, il peut y avoir que l'histoire imprime des effets sur les cultures et les identités et les manières d'être. Il dit même, dans une sorte de concession majeure, qu'il se sent plus proche d'un Français antisémite que d'un Juif de l'Atlas marocain, mais néanmoins qu'il ne peut pas, dans cette conjoncture-là de novembre 1967, commencer à faire le tri entre les Juifs qui sont indignés, qui se comportent de manière exubérante, et ceux qui accepteraient de se discipliner au nom du respect à la présidence de la République, au personnage du général de Gaulle. Je crois que cette position-là, qui est une position morale, elle n'exclut pas une étude affinée sur les positions des uns et des autres. Je ne crois pas qu'il y ait eu de position collective des Juifs d'Algérie en France à ce moment-là. Je pense que au mois de mai 67, c'est pas, je veux dire, c'est toute la communauté, une grande partie de la communauté juive. Et puisque vous me posiez dans la première question quel a été l'impact, c'est absolument incroyable de voir qu'en novembre 1967 et en mai 67 également, comment le sort d'Israël, le destin d'Israël rassemble tous les Juifs, de Pierre Vidal-Naquet à Richard Marien Strauss, qui ne s'est jamais montré très favorable à Israël, mais là qui dit on a eu peur pour l'État d'Israël. Il y a un numéro d'Esprit qui sort en mars 68, en même temps d'ailleurs que le De Gaulle, Israël et les Juifs, où on voit toutes Derzhansky et d'autres, et discuter avec Domenac et Paul Thibault pour manifester leur indignation, y compris autour de la phrase de Gaulle. J'ajouterais peut-être parce qu'il n'y a que chez Poliakov que j'ai trouvé
cette interprétation assez intéressante, disant que ce qui l'a choqué, ce ne sont pas les deux adjectifs, là où en général c'est bien sûr le sur de lui-même dominateur qui a fait le buzz, comme on dirait aujourd'hui. Poliakov dit non, c'est le fait même de considérer comme un peuple, avec ce que cela signifie dans la France républicaine, qui pour lui était choquant. Et puisque vous avez évoqué également la Pologne, et c'est là la question du contexte, vous l'avez dit, le général de Gaulle est en Pologne 1 mois avant cette conférence. Et là, c'est là où il y a une sorte d'angle mort ou de quelque chose qui reste inexpliqué. C'est-à-dire que si tant est que la question de la Shoah ne le préoccupait pas, et Jean Daniel dit il n'a jamais réfléchi au problème juif, et c'est vrai, et pourquoi d'ailleurs y aurait-il réfléchi? Il est 1 mois avant en Pologne, il se recueille avec des mots qui sont aussi touchants, presque aussi touchant peut-être que celui de Willy Brandt. C'est vrai que Willy Brandt était allemand et qu'il s'était agenouillé. Et 1 mois plus tard, le dominateur et d'ailleurs Aaron le dit très bien dans le livre en disant dominateur, dire ça du peuple des ghettos. Et Tim ensuite va l'illustrer de manière brillante avec cette fameuse caricature peuple sûr de lui-même dominateur. C'est ce décalage-là et qui me paraît voilà, mais parce que je dirais tout homme politique a ses faiblesses, a ses angles morts, et là certainement on touche à quelque chose. Est-ce que je peux ajouter un autre point pour dire quand même une chose qui me paraît importante? L'histoire ne se fait pas uniquement avec les acteurs, elles ont des conséquences qui leur échappent. Et pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a une chose qu'on ne prend pas en compte, même dans l'analyse des réactions en Israël. Parce que je voudrais parler un petit peu des réactions en Israël. Bien entendu que la réaction a été indignée. J'ai relu la presse ces quelques jours. Il y a un article dont je citerai que le titre, mais tout est dit. De Gaulle a révélé son essence. Son essence, bien entendu, vous l'entendez par là, son essence antisémite. Bien sûr qu'il y a eu cela, et ça c'est les réactions de la presse, y compris des hommes politiques. Mais ce qu'il faut bien voir, et je vais le dire de manière sous forme un peu de boutade, mais Israël doit sa puissance au général de Gaulle. Mais pas parce qu'il a fourni les Mirages, mais parce que l'embargo va avoir comme effet de conduire les dirigeants israéliens à décider que plus jamais ils ne seront dépendants en termes de fourniture militaire. C'est-à-dire que la mise en place, mais attention, mais jour pour jour, semaine pour semaine, la mise en place des premières industries militaires sont consécutives à l'embargo de 1967. Alors, ce n'est pas pour justifier, mais c'est pour dire qu'il faut toujours regarder l'histoire, non seulement dans une sorte d'indignation morale qu'on est libre d'avoir, mais de voir qu'elles peuvent avoir parfois des conséquences importante. Celle-là étant pour moi la plus importante, c'est-à-dire l'indépendance militaire, alors sauf en matière d'aviation, puisqu'un projet de construction d'un avion avait été rejeté par le gouvernement israélien en dépit de la volonté, l'avion Lavi du ministère de la Défense. Mais mis à part l'aviation, tout le reste, depuis 1967, est, pour ainsi dire, fabrication israélienne. La deuxième chose, et là, tu as cité, Samy, cette phrase, qui effectivement, pour nous et pour beaucoup d'entre nous, nous apparaît prophétique. Hein, ce cycle de résistance qu'on va appeler terrorisme, et le fait qu'il emploie le mot de résistance, c'est quand même effectivement une sorte de reconnaissance de ce que la lutte qui va être menée sera légitime. Mais je pense qu'à bien des égards, cette phrase même malheureuse de Gaulle, elle va créer une diversion. Imaginez, je sais qu'en histoire on n'est pas censé le faire, imaginez que de Gaulle n'ait pas prononcé ce peuple d'élite sur lui-même et dominateur. Il n'est pas impensable, il n'est pas inconcevable que le débat aurait porté sur ce cycle qui allait s'ouvrir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est 67? Et même si de Gaulle le fait d'une manière provocatrice, peut-être pour des raisons, parce qu'il n'a pas accepté la désobéissance d'Israël à son égard, quand bien même il est, comme le dit Raymond Aron, s'il avait été à la place de Lévi Eshkol, de Gaulle aurait attaqué le premier. Mais bien sûr, mais de ce point de vue-là, Israël est le gaulliste par excellence, l'indépendance avant tout. Mais je dirais qu'il n'y aurait pas eu ce propos-là. Je pense que
De Gaulle a engagé un débat qui allait surgir finalement peut-être 20 ans ou 30 ans après, sur la mutation de l'image d'Israël, qui n'est plus le David, mais pourrait devenir un certain Goliath. Qu'est-ce qui a choqué? Et ça demande une réflexion profonde. C'est qu'il y a là, dans cette conférence, il y a d'un côté la raison d'État. Il faut dire les choses telles quelles. La relation franco-israélienne était arrivée à l'épuisement. Elle n'avait plus lieu de raison d'être. La France pour la politique arabe qu'elle voulait mener, et Israël, parce qu'il faut bien le dire, l'alliance avec la France était un pis-aller. C'était tant qu'on n'avait pas les Américains de notre côté. Abandonner la France pour avoir comme nouveau partenaire les États-Unis, j'ai presque envie de dire merci de Gaulle. Je veux dire, mais ça, c'est la dialectique de l'histoire. Le fait qu'on passe d'une alliance à cette alliance-là, bien entendu que c'est exactement ce que voulaient, à part peut-être Shimon Peres, ce que voulaient les diplomates israéliens. Il y avait deux écoles, hein. On va avec la France, on va avec les États-Unis. À l'époque, jusqu'à Kennedy, il a fallu Johnson pour que ça puisse être possible. Mais où est le problème? Et encore une fois, la phrase fait diversion. La petite phrase fait diversion. C'est que si ce n'était qu'une affaire de raison d'État, une alliance arrive à épuisement, et puis, alors De Gaulle veut le faire avec panache et avec une phrase lourde de sens, etc., réveille un débat intérieur à la France. OK. Mais au-delà de ça, ce que fait De Gaulle dans cette phrase en question, c'est d'associer la raison d'État à un alibi moral, c'est-à-dire il y a là un problème qui va se poser, et Aaron l'évoque, mais une ligne ou deux, sur les soldats israéliens qui vont, il le dit, il a gagné sa survie, si je cite à peu près de tête, il va perdre son âme. C'est Aaron qui le dit, c'est pas De Gaulle, mais il le dit, et c'est peut-être toute la différence, il le dit avec une sorte de souffrance implicite. Il sait que ça pourrait être les choses. Alors, à cette époque-là, personne ne le voit. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on est persuadé que l'occupation ne va pas durer longtemps. Jacob Kaplan, qui joue ici un rôle éminent dans cette affaire, et Chaim Corsi a écrit à cet égard un livre dans lequel un chapitre essentiel dans Juifs et Français, un rabbin dans la République, Kaplan dit non, vous allez voir, il y aura des négociations et on va arriver à la paix et il n'y a pas de projet d'annexion qui va tenir, etc. Et il faut le dire, Israël s'est quand même retiré de l'Égypte. Israël s'est retiré du Liban lorsqu'elle a occupé le Liban. Le vrai litige, c'est effectivement la Judée, la Samarie, la Cisjordanie. Et là, prétendre qu'Israël, alors pas pour s'étendre, pour la volonté de s'étendre, mais là, il y a quelque chose qui est lié à la patrie, qui est lié à la patrie biblique, le berceau biblique. Et là, je n'ai pas besoin de dire que De Gaulle a vu ici quelque chose. Et encore une fois, cette petite phrase malheureuse a fait diversion. Et c'est que 20 ans, 30 ans plus tard que la question est revenue. Merci. Bon, je vais juste parler 5 minutes pour que... je pense que ce que tu as très bien dit, Denis, alors en l'appliquant là à la fin à Israël, mais je voudrais peut-être revenir sur la France et sur les intellectuels juifs, c'est la manière dont on a ici une association, quelque chose qui se noue entre la politique, la réelle politique, et la politique étrangère et les représentations. Et c'est ce que Raymond Aron a très bien vu. C'est-à-dire que ce que reproche Aron à De Gaulle, c'est de mêler les deux. Aron, dans les analyses qu'il fait du conflit moyen-oriental, est sévère avec Israël. Mais ce qu'il n'admet pas, c'est en fait qu'on fasse le lien entre antisémitisme et antisionisme. Et là, Aron a eu une analyse d'une précocité extraordinaire, parce qu'il a prévu en fait toute la dérive
finalement, et ce qu'il reprochait à De Gaulle, c'était en quelque sorte d'autoriser cette dérive. Et cette dérive, elle était d'autant plus grave pour lui qu'elle remettait en cause la place des Juifs français et leur alliance avec la République. Et je dirais que d'une certaine façon, ce qui a frappé Aron, c'est que non seulement il y avait une fragilisation des Juifs français à travers effectivement ce syntagme de peuple juif, mais qu'il lui en voulait aussi parce qu'il y avait une fragilisation de la République d'une certaine façon. Et je dirais que c'est aussi ce qu'on trouve, et ça Chaim le sait beaucoup mieux que moi, dans le mode d'intervention de Jacob Kaplan, qui intervient, et c'est très frappant, je veux dire qui intervient comme modéré, mais je veux dire qui intervient à deux niveaux, c'est-à-dire le niveau du leader charismatique religieux qu'il était, et il porte la voix du judaïsme français, mais au-delà, je dirais, il a une intervention qui dépasse la communauté et qui montre bien, qui insiste sur le lien qu'il y a précisément entre le judaïsme et la République. Et je dirais juste une dernière chose, parce que je pense qu'il faut donner la parole à la salle. Finalement, ce qui m'est apparu, Frédéric, c'est que ce n'était pas pour rien qu'on avait prévu ce colloque. En réfléchissant à ce qui se dit et à ce qui se passe aujourd'hui autour des élections présidentielles françaises, cette période de 67 m'apparaît finalement comme une période qu'on a, en tout cas du point de vue du judaïsme, trop peu examinée encore. C'est-à-dire que ce qui se joue maintenant, c'est déjà d'une certaine façon, je crois, joué à ce moment-là. Et on a, et Chaim va rougir, j'espère, derrière son masque, on a des parallélismes, c'est-à-dire qu'on a une figure de grand rabbin. On a en même temps une communauté juive qui est une communauté qui est, en tout cas en France, très éclatée. On a quelques figures d'intellectuels, mais finalement assez peu. On a une rupture qui va se faire, et il faut qu'on y réfléchisse, avec la jeunesse juive, les gens qui vont s'engager à gauche dans les mouvements maoïstes, dans les mouvements d'extrême gauche, en rupture avec un modèle politique qui était un modèle politique israélite ou le modèle politique du franco-judaïsme en mai 68. Donc il me semble qu'on a beaucoup de questions à poser et que finalement ce moment 67 qui me paraît d'une certaine façon assez indécis en réalité, il y a aussi tous les juifs, les intellectuels juifs qui quittent la France, qui font leur alia, André Neher, Eliane Amado Lévy-Valency, Léon Askenazi. Donc pensant qu'il y a finalement une certaine forme de judaïsme qui ne peut plus être vécue en France. Et il y a en même temps, je dirais, et c'est ça que je vois aussi dans la réaction d'Aron, l'importance de la diaspora. L'importance du judaïsme en diaspora, c'est-à-dire le moment 67, c'est le moment de l'attachement, de l'expression de l'attachement pour Israël, et c'est en même temps, je pense, le moment où les juifs français, ou un certain nombre de juifs français, prennent conscience de l'importance de la diaspora, et je dirais de la singularité, et Dominique Schnapper l'a bien montré, de la singularité du modèle politique du judaïsme en diaspora. Et c'est ça qui me paraît extrêmement important. Et donc, je voulais te remercier parce qu'on a 2 ans maintenant pour réfléchir à ça. Merci beaucoup. Merci, Perrine. Alors, avant de donner la parole à la salle, je passe juste rapidement la parole à Philippe Boukhara, qui souhaitait ajouter quelque chose. Oui, je voulais aborder un petit point d'histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées. En 1960, quand il y a eu le premier grand entretien entre De Gaulle et Ben Gourion à Paris, il y a eu un malentendu qui n'était pas un malentendu entre eux. C'est-à-dire que De Gaulle, pendant des années, était persuadé que Ben Gourion lui avait dit qu'il avait besoin de plus de territoire pour accueillir les Juifs qui étaient appelés à venir. C'est-à-dire que Ben Gourion lui a dit qu'il espérait qu'un maximum de Juifs du monde allaient venir s'installer en Israël, et De Gaulle a cru entendre que ça sous-entendait qu'il fallait gagner du territoire pour pouvoir les accueillir.
Or, de Ben Gurion ne l'a jamais dit, et c'est un malentendu qui n'est pas un vrai malentendu. C'est-à-dire que De Gaulle, en tant que grand homme d'État, aime bien entendre les silences. C'est-à-dire il aime bien se mettre à la place de l'autre chef d'État. Si j'étais à sa place, à lui, chef de cet État-là, comment est-ce que je raisonnerais? Et donc, en fait, il s'est mis dans la peau de Ben Gurion, et d'un point de vue israélien, il pense qu'il faudrait avoir plus de territoire. Or, Ben Gurion ne l'a pas dit. En fait, peut-être qu'il était influencé par ses contacts avec des gens de la mouvance de Begin, justement, qui, eux avaient effectivement le souhait d'avoir l'intégrité du territoire et non pas seulement le petit territoire d'avant 67. Hein. Mais je pense que c'est assez significatif. En fait, quand on connaît bien les deux hommes, Ben Gurion lui-même avait comme grande qualité intellectuelle de savoir se mettre à la place des autres. On dit, les connaisseurs disent que Ben Gurion observait les grands hommes d'État, notamment De Gaulle, pour essayer de tirer une leçon de leur comportement et de comprendre la logique de leur comportement. Mais De Gaulle apparemment a fait la même chose avec Ben Gurion, et sans doute qu'il avait pressenti qu'au moins certaines tendances au sein de l'État d'Israël allaient vouloir augmenter les territoires, même si ça n'était certainement pas le cas de Ben Gurion, puisque justement en 67, Ben Gurion tout de suite dit qu'il va falloir les rendre, ces territoires. C'est très intéressant que Ben Gurion est justement le premier homme politique israélien important qui a dit qu'il fallait les rendre dans le cadre d'un accord de paix. Voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, il faut lire la correspondance. Il faut lire la correspondance entre De Gaulle et Ben Gurion, qui quelque part n'a pas d'équivalence. C'est-à-dire que c'est le grand souffle de l'histoire, donc qui s'y lie. Et c'est quelque part un ton, une vision de très très long terme que De Gaulle finalement partage avec très très peu d'autres hommes politiques importants du XXe siècle. Alors merci beaucoup aux intervenants qui ont permis de sanctuariser presque 30 minutes donc, pour les échanges avec la salle. Donc monsieur le grand rabbin, je pense que vous souhaitez peut-être ouvrir la discussion. Merci beaucoup, c'est vraiment formidable tout ce qui a été dit. Effectivement, j'ai rougi beaucoup sous mon masque. Je voudrais juste préciser deux petites choses et poser une question. Les deux petites choses, c'est, je me permets juste de rectifier parce que par deux fois, tant M. Cohen que vous, je crois, avez expliqué que la communauté juive unanime est derrière l'État d'Israël. Je dirais qu'en 67, c'est l'ensemble du pays, l'ensemble de la France est derrière Israël, pour des bonnes et pour de moins bonnes raisons. Et donc on ne peut pas dire que la communauté juive, c'est vraiment unanime, et c'est bien la différence avec les autres guerres, en 73 et surtout la suite. Mais en 67, tout le monde est derrière Israël, vécu comme le petit, celui qui va nous venger des soutiens de l'Algérie. Donc c'est simple, c'est clair et net. La deuxième chose, c'est, et c'était très juste ce que vous avez dit, Perrine a parlé des Israélites. J'ai découvert un compte-rendu de débat entre le président du consulat de Paris de l'époque, qui s'appelait Wormser, et le grand rabbin Kaplan, qui n'était à l'époque grand rabbin de Paris, en 1952, où Wormser explique que c'est inadmissible qu'il voit quelques rabbins utiliser le mot juif en chair. C'est inadmissible, ce sont les mots de Vichy, il faut impérativement reprendre le terme israélite. Et Kaplan lui répond, c'est dans le compte-rendu. Non, nous avons toute fierté d'être juifs et donc on continuera à utiliser le terme de juif. Et je pense qu'il y a effectivement un moment de bascule ici sur cette histoire. Et puis, je crois que vous avez raison de revenir sur le traumatisme de la double abrogation du décret Crémieux et pas son rétablissement réel. Mais je crois que là, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la volonté de Gaulle d'effacer la page Giraud et d'avancer, de commencer les combats de la libération de la métropole. Donc il faut avancer et d'une certaine manière, il ne se préoccupe pas de cela. Moi, je crois qu'il y a, c'est peut-être la question que je voulais vous poser, au fond, il y a ce que j'ai écrit, vous en parlez tout à l'heure, il y a une part d'admiration profonde de la part du général de Gaulle d'un pays qui est capable d'avoir dans une main, avoir des soldats qui ont dans une main la pioche du pionnier et dans l'autre le fusil du soldat. En fait, une sorte de réconciliation de toutes les Frances qui l'ont toujours fait rêver. Il y a le fil de l'épée et la charrue des labours de Peggy. En gros, c'est ça. Et Israël incarne cela parfaitement. Alors, il incarne différemment aujourd'hui avec l'hypertechnologie. Mais Israël incarne cela. Le général le dit quasiment dans ses mots. Je me demande quand est-ce que ça a basculé. Puis juste une petite précision, mais ça, si j'ose, devant les spécialistes de la Fondation Charles de Gaulle. Oui, il y a eu l'embargo, mais j'ai un témoignage direct,
de celui qui était le plus proche collaborateur de Mesmer. Ils sortent de la réunion chez le général de Gaulle et Mesmer dit à demi-mot à son plus proche collaborateur, amiral de son État, enfin amiral, ingénieur général de l'armement du génie maritime, et il lui dit « Vous avez donc 1 semaine pour appliquer cette décision ». Ce qui fait que pendant 1 semaine, il y a eu un pont aérien comme il n'y a jamais eu pour donner toutes les pièces détachées qui permettaient, une fois qu'elles avaient toutes été livrées, de dire « Bon, maintenant on fait l'embargo ». Donc c'est un embargo, vous voyez, à la sauce israélienne, quoi. Mais quand est-ce qu'il y a eu ce basculement de l'admiration à la défiance ? Effectivement, je pense que De Gaulle trouvait dans le sionisme et donc ensuite dans le patriotisme israélien les qualités qu'il aurait aimé trouver chez les Français. Et il trouvait que les Israéliens et les sionistes, avant 1948, étaient une sorte de gaullisme incarné qu'il admirait. Mais c'est très concrètement, il est allé 2 fois sur place, c'est peu connu, mais De Gaulle a fait une visite de la Palestine en 1930, quand il était en poste à Beyrouth comme officier d'état-major, et ensuite en 1941, quand il y a eu ces grosses affaires du Levant, où il fallait reprendre possession de la Syrie et du Liban, il était sur place pendant plusieurs semaines, et donc il a vu de ses yeux comment ça fonctionnait, le Yishuv, comment ça fonctionnait la vie juive en Palestine, le côté agricole notamment. Et donc c'est très concret pour lui, ce sentiment d'admiration que vous avez perçu. On peut argumenter très clairement dans cette direction. Hein. Vous voulez ajouter quelque chose, Sami Cohen ? Il me semble que la relation du couple de Gaulle-Israël ne s'arrête pas en novembre 1967 avec la conférence de presse. Il y a un événement qui va jouer quand même un rôle dans le sens de la dégradation accentuée de la relation entre les deux. C'est le bombardement, c'est l'attaque d'Israël contre l'aéroport de Beyrouth qui se déroule, il me semble, en décembre 1968, suite attaque qui venait en représailles à un détournement d'avion et qui avait sur le territoire de la Grèce, à Athènes, qui avait causé la mort de 2 Israéliens, dont une petite fille. Et Israël donc avait décidé de rétorquer compte tenu du fait que le commando qui avait fait l'attaque sur le territoire grec venait de Beyrouth. Donc c'était une opération de représailles. Là où De Gaulle a trouvé ça insupportable, c'est que l'attaque s'est faite, je pense, certains disent, délibérément, avec des hélicoptères français. Je pense que quelque part, les Israéliens, tel que j'ai pu le comprendre des contacts que j'ai eus à l'époque, ils estimaient qu'ils ne devaient plus rien à De Gaulle. C'était terminé. Maintenant, ils s'affranchissaient de cette relation de dépendance, de cette relation d'amitié, pour faire, d'une certaine manière, pour narguer le général de Gaulle. Ils ont utilisé des hélicoptères français. Et le général de Gaulle dit très bien à un de ses collaborateurs, Jean Decrienne, son aide de camp, il lui dit mais c'est très grave, parce qu'avec des hélicoptères français, le monde arabe va penser que la France a soutenu Israël dans cette opération et ça va se retourner contre les intérêts français. Donc c'est quelque chose quand même, c'est un événement qu'il ne faut pas passer totalement sous le radar. D'accord. Alors, je serais tenté de prolonger votre question. Finalement, on sent un basculement côté israélien, mais le basculement côté français, quand est-ce, dans la perception finalement de la relation privilégiée avec Israël, de quoi est-ce qu'on pourrait le dater ? Est-ce qu'on peut vraiment le dater de De Gaulle ou est-ce qu'il faut le dater d'un peu après, finalement, du début des années 70 Quand on parle de basculement, moi je pense qu'il y a des basculements, il n'y a pas un basculement. Il y a le basculement de 1959, où on sent très bien qu'avec le retour du général de Gaulle, il y a une volonté de se dégager d'un certain nombre d'accords conduits avec Israël, de se désengager de cette relation étroite, de même que la France se désengage par rapport à l'OTAN. C'est une attitude de principe. L'indépendance nationale avait compris
la distanciation des relations avec Israël. Et donc, il va donner toute une série d'instructions pour que le ministère de la Défense prenne un peu ses distances par rapport à Israël sur le plan des relations entre les services secrets, entre ministères de la Défense, et sur le plan, à un moment, on le saura beaucoup plus tard, à cette époque-là, ça n'apparaissait pas sous les radars, une distanciation par rapport à la coopération atomique. Ça, c'est le premier basculement. Ce premier basculement ne préfigurait aucunement le deuxième, celui de 67. Là, on a eu un phénomène qui est difficile d'expliquer, parce que si ce n'est pas de la politique, l'occasion de faire une politique pro-arabe, alors c'est quoi? Quelle est la raison du courroux du général de Gaulle? Alors, il y avait des raisons personnelles. Comment le ministre d'Israël vient me demander mon avis et n'en tient pas compte? C'est un affront pour le général de Gaulle. Ça, c'était un aspect. Il y avait un autre aspect qui était plus diplomatique et stratégique. Le général de Gaulle craignait à cette époque-là qu'une confrontation entre Israël et les pays arabes n'entraîne l'immixtion des États-Unis aux côtés d'Israël et de l'URSS à côté du monde arabe. Et là, on aurait une conflagration possible, une troisième guerre mondiale. Ça, il le dit à plusieurs reprises. C'est une crainte qui manifeste très clairement. Pour lui, il y a une chose très simple. Le conflit, la fermeture du détroit d'Aqaba en mai 1967, la tension sur la frontière entre Israël et l'Égypte, tout ça devait se résoudre dans le cadre d'une conférence entre les quatre grands. Et là, il pensait que l'attaque israélienne venait mettre à mal toute sa stratégie. Le troisième basculement, alors là, ce n'est plus la période gaullienne, c'est la période pompidolienne. Les Israéliens pensaient qu'avec Pompidou, qui avait été très proche quand même, partiellement de la communauté juive, dans tous les cas, il avait travaillé dans la banque Rothschild, et il pensait que avec Pompidou, il y aurait peut-être la levée de l'embargo et un adoucissement des relations entre la France et Israël. C'est partiellement ce qui s'est passé. Officiellement, Pompidou disait très clairement, il avait dit au cours d'une conférence de presse à des journalistes qui le harcelaient, alors l'embargo, quand est-ce que vous le levez? Alors, à un moment, il a dit, écoutez, il n'y a pas d'abonnés au numéro que vous demandez, cessez de me poser la question constamment sur ce sujet-là. Ça, c'est une chose. Manifestement, ce qui va aggraver la tension entre la France et Israël, c'est que la France de Pompidou, tout l'entourage autour de lui, le ministère de la Défense, etc., ils pensent qu'il y a là véritablement une occasion de s'engager auprès des pays arabes et de leur fournir des armes qu'ils demandent. Donc il va y avoir le grand contrat avec la Libye, des 50 Mirage fournis à la Libye, d'abord très silencieusement, ensuite ça va être révélé par la presse, et là on sent bien que il y a la France de Pompidou saisit l'occasion créée par De Gaulle pour mener une offensive de charme en direction du monde arabe. J'ajouterai simplement un bémol. Il y a une chose qu'on ne savait pas à l'époque, dont je parle dans le livre sur De Gaulle, les gaullistes et Israël, et qui a été confirmé par la suite par des Israéliens, c'est que Pompidou avait accordé à Israël la possibilité de récupérer les 50 Mirages placés par De Gaulle sous embargo sous forme de pièges détachés via des voies détournées. Lorsque j'ai révélé cette décision, j'ai un certain nombre de députés gaullistes de la Commission de la Défense nationale qui sont venus me trouver en souriant, en me disant bon, c'est bien vu. Mais je pense que quand même, on sent qu'il s'est passé quelque chose avec la fin de la période gaullienne
qui n'existait pas avant. Avec la période sous De Gaulle, tout était encore ouvert. La preuve, les propos qu'il tient à Ben Gurion, qui sont extrêmement chaleureux à l'égard d'Israël, à son égard personnellement, montrent, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, que rien n'était joué, rien n'était irrémédiable. Avec son départ, à ce moment-là, on a une toute autre configuration. Ce n'est pas une volonté d'avoir une politique, disons, clairement hostile à Israël, c'est pas ça. Mais c'est l'occasion, alors là, vraiment, d'avoir une vraie politique pro-arabe. Bonsoir. Merci en tout cas de la qualité des débats qui ont lieu et qui ouvrent d'autres grands débats. Moi, j'ai une question assez simple. Comment un stratège militaire qui s'est toujours voulu à la pointe du modernisme de la stratégie militaire a pu croire un seul instant qu'Israël allait céder à ses injonctions et ne pas attaquer le premier, puisque c'était le seul et unique moyen à l'époque de pouvoir gagner cette guerre sur plusieurs fronts? Est-ce que c'était un prétexte ou est-ce que c'était vraiment une condition qu'il mettait? Question compliquée. D'abord, c'est important de préciser effectivement qu'il a averti Israël. De ce point de vue-là, considérer que De Gaulle a trahi Israël, c'est faux. Il a averti. Après que les Israéliens décident d'agir autrement, c'était leur droit, c'était l'expression même de leur souveraineté, mais il ne les a pas pris à revers. Je suis pas. Le calcul était très simple. Il y a un vrai débat au gouvernement, dans le gouvernement israélien à la veille de la guerre. Dayan qui vient en disant, voilà, soit on attaque les premiers et on a gagné la guerre, puisque en bombardant l'aviation égyptienne au sol, la guerre est quasi terminée, puisque l'Égypte a toujours porté le poids majeur des guerres précédentes. Soit et à cet égard, on fait ce qu'on appelle non pas une guerre préventive, mais une guerre préemptive, c'est-à-dire qu'on anticipe de quelques heures l'attaque de l'adversaire. Soit on laisse les autres attaquer les premiers, et en quel cas, est-ce que la guerre serait perdue? Vous savez, il faut dire les choses. De Gaulle n'a jamais cru à la destruction possible d'Israël par les armées arabes. Ce que Aron met en cause chez De Gaulle, c'est l'idée que ce serait une sorte de fiction qu'aurait véhiculé Israël. Les Israéliens ont eu peur, effectivement, de leur destruction. Ce n'était pas faux. Et les Juifs comme les Juifs et les non-Juifs en France qui ont peur pour Israël avaient raison d'avoir peur. Mais De Gaulle n'a jamais adhéré à l'idée qu'il était possible qu'Israël soit détruite si l'attaque vient d'abord des Égyptiens. Le combat aurait été plus dur, les pertes auraient été beaucoup plus lourdes, mais attention, et ça c'est une chose qui est discutée au gouvernement, si on attaque les premiers, on sera considéré, en vertu de la charte de l'ONU, comme les agresseurs, puisque la charte de l'ONU prend la peine de dire clairement, le premier qui tire, c'est l'agresseur. Et à ce moment-là, la question des territoires sera posée, et elle est posée dans la résolution de 142, on ne prend pas des territoires par la force. Si Israël avait été agressé, peut-être que, alors je ne sais pas, on ne peut pas bien sûr refaire l'histoire, mais la discussion sur les territoires aurait été d'une toute autre nature. Je voudrais dire peut-être un autre mot sur ces fameuses petites phrases. Le statut d'Israël en France est en quelque sorte déjà établi par deux phrases en 67 et en 68. Soit on considère Israël comme un peuple dominateur, je ne dis pas les Juifs, mais je dis Israël comme un État dominateur, et c'est toute la mémoire du colonialisme qui ici est mise en avant, soit on considère qu'en France, que nous sommes des Juifs allemands, la phrase des manifestants en mai 68, et à ce moment-là, la mémoire de la Shoah dicte un rapport de solidarité, de fidélité indéfectible à Israël. J'ajouterai encore un autre point. En tant que nationaliste, c'est vrai qu'un leader a toujours tendance à considérer les autres peuples, à les essentialiser comme on dit aujourd'hui. Je dirais quand même que la grande différence, c'est que tous les propos qu'il tient, tant sur les Français que sur les Arabes, sont des propos privés. Qu'ils soient révélés 10 ans, 20 ans, 30 ans après, c'est une chose.
de le dire publiquement, c'est ça qui fait la différence. Et puis, pour terminer, je dirais que cette conjonction-là conduit effectivement les relations à s'envenimer, parce que du côté israélien, je veux dire, le retour à une normalité, c'est-à-dire le retour à l'alliance, c'est déjà terminé, on n'y croit plus. Donc, quand bien même on a hésité, quand bien même la porte était ouverte, pour les Israéliens, elle est fermée, bien fermée. On peut espérer une normalisation des relations. C'est ce que François Mitterrand a fait en 80 en se rendant pour la première fois en Israël. Mais la question n'est, pour les Israéliens, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, et pour eux, elle est définitivement fermée. Merci. On a peut-être le temps de prendre une dernière question. Ah, Monsieur Heilbronn. Merci et bravo pour vos interventions diverses et très riches. J'avais une question sur la réaction des grands gaullistes à l'embargo et à la conférence de presse de 1967. Il y a plein de grands gaullistes dans l'entourage du général, Malraux, Koenig, président de l'amitié France-Israël. Volontairement, je ne mets pas les Juifs, je ne mets pas Cassin, je ne mets pas Kessel ou Gary, mais sur les grands gaullistes non-juifs, pro-israéliens, comment réagissent-ils officieusement, officiellement? Est-ce qu'il y a une réaction? C'est une question qui me plaît beaucoup, parce qu'au départ, ma thèse, c'était de travailler sur Israël et les gaullistes, et le parti gaulliste. Et c'était impossible de faire l'impasse sur De Gaulle, évidemment. Alors, il y a eu trois grands courants chez les gaullistes. Il y a eu deux courants minoritaires, un courant très pro-israélien, du fait que, d'abord par sentiment, et du fait que souvent c'était des députés qui avaient dans leur circonscription un nombre important d'électeurs juifs, français juifs. Et donc là ils étaient très mal à l'aise par rapport au général de Gaulle. Ils l'ont quasiment jamais exprimé publiquement. Certains sont allés le voir personnellement, comme Jean-Claude Servan-Schreiber est allé le voir, et donc il y a eu un entretien très intéressant que je publie in extenso dans De Gaulle, les gaullistes et Israël. Il y a eu un petit groupe minoritaire. Alors intéressant, c'était tous des gens très pro-israéliens, comme Louis Ternoir par exemple. Louis Ternoir était un ancien ministre du général de Gaulle, ministre de l'Information, qui a basculé en l'espace de quelques semaines d'une position qu'il avait amené à écrire à l'ambassadeur d'Israël le 2 juin, c'est-à-dire 3 jours avant la guerre, une lettre de soutien contre l'esprit de haine des Arabes. Quelques semaines après, il vire complètement sa cutie et il crée l'association de solidarité franco-arabe. Et il devient pratiquement le leader du groupe de pression pro-arabe dans le parti gaulliste. Et il y a la grande majorité qui suit le général de Gaulle, qui ne veulent pas le gêner. Je pense que ça, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Si vous permettez, une chose pour rebondir sur ce que mon ami Denis Charbit vient de dire concernant le fait que De Gaulle considérait que celui qui ouvrait les hostilités obtiendrait en échange la condamnation de la France. Il y a quelque chose d'injuste chez De Gaulle à ce moment-là. Parce que celui qui a ouvert les hostilités, c'est l'Égypte en fermant le détroit de Tiran. Là, il y a un véritable casus belli. Il faut rappeler une chose, c'est qu'en 1957, la France s'était engagée, après la guerre de Suez, à garantir la liberté de circulation, de navigation dans le détroit de Tiran. En 1957, lorsqu'on demande à Couve de Murville mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas condamné l'Égypte, il va sortir toutes sortes d'arguments qui ne tiennent pas la route pour dire oui, bien sûr, on aurait pu le faire, mais ce n'était pas ça l'objet, il fallait sortir autrement de ce conflit. Bon, je pense que quelque part, là, le général de Gaulle a été injuste par rapport à Israël. Je voudrais dire une phrase sur les gaullistes, François. Lisez l'incipit de Gaulle, Israël et les Juifs. J'ai attendu que Malraux et Mauriac s'expriment.
lorsque aucun d'eux, il ne les cite pas tous, ne s'est exprimé, j'ai décidé que c'est à l'accusé de faire sa propre défense. Donc, et il le dit avec beaucoup de prudence, il sait bien que ce sont les intellectuels majeurs, lui se considère comme un professeur de sociologie de relations internationales, mais alors il ne parlait pas des gaullistes politiques, mais des grandes figures intellectuelles qui, et l'un et l'autre, ont essayé de justifier. Dans le bloc-notes, Mauriac écrit, dit le propos est excessif, enfin, voilà, il prend acte, mais devant ce silence-là des intellectuels gaullistes, il a estimé devoir s'exprimer. Et puis, je dirais, puisqu'on a beaucoup parlé de Péguy et notre jeunesse, ce qui a choqué les Juifs de France, c'est que, c'est vrai, comme l'a dit le grand rabbin Corsia, l'opinion publique française, juive et non juive, était à l'unisson. Mais dans l'histoire juive, dans l'histoire des diasporas, la voix qui compte, la voix qui l'emporte, c'est celle du leader, c'est celle du chef de l'État. Il y a trahison quand le chef de l'État lâche ses sujets. Et la compensation par une opinion publique française ne suffisait pas pour Aron et pour d'autres, quand bien même ils savaient qu'ils avaient ce paravent-là, cette assistance-là, mais c'est le chef de l'État. Et précisément parce que De Gaulle a lu Notre jeunesse de Péguy, qu'est-ce que dit Péguy à propos des Juifs? Les Juifs ne veulent pas qu'on parle d'eux. Ils ont le dos courbé, ils ne veulent pas qu'on fasse du bruit. Bernard Lazare a crevé ce silence-là. Et c'est cet oubli-là de la leçon même. Et Péguy est un peu ironique, mais en même temps, il a beaucoup de compassion pour cette demande des Juifs qu'on ne parle pas d'eux, qu'on ne les mette pas en avant. Et avec cette apostrophe qui effectivement a plus porté, c'est vrai, le débat en novembre 67 ne porte plus sur la raison d'État et sur Israël, il porte sur le divorce à l'intérieur entre De Gaulle et les Juifs. Bien, merci beaucoup. Oui, j'aurais peut-être pu poser une question aussi sur l'opposition entre les ministères, sur l'opposition historique entre le Quai, le ministère de la Défense, qui se joue aussi peut-être en 1967. Mais c'est aussi peut-être que justement, comme disait Perrine, c'est des choses qu'on aura tout loisir de développer justement à travers ce colloque. Donc, Monsieur le Président, je me permets donc de vous céder la parole pour un mot de conclusion. Je voudrais tout d'abord, bien évidemment, remercier Dominique Schnapper, François Heilbronn et tous nos amis du Musée d'art et d'histoire du judaïsme de nous avoir accueillis ce soir pour ce prologue d'une œuvre à venir qui seront ces deux colloques qui se tiendront l'année prochaine, à la fois en Israël et en France, sur ce sujet très important. Je voudrais bien évidemment remercier chacune, chère Perrine, et chacun des intervenants ce soir dans ce dialogue franc, enlevé, vif, qui ne s'est pas payé de mots et qui au contraire nous a permis déjà de dissiper quelques ombres sur un sujet qui pour nous à la Fondation Charles de Gaulle est très important. Je voudrais également remercier bien évidemment le président de notre conseil scientifique, Arnaud Tessier, et tous les membres du conseil scientifique de la Fondation, Frédéric Fogassi, et une mention particulière pour Christine Branchu, qui en a eu l'idée il y a bien des années, lors d'une conversation amicale, puisque nous connaissons depuis des lustres et même plus que ça. Elle n'était pas encore secrétaire générale de la Fondation Charles de Gaulle, je n'en étais pas encore le président, et elle me dit il faut absolument un jour que nous fassions un colloque en reprenant le titre du formidable livre de Raymond Aron. Donc bien des années plus tard, ces choses en train de se faire. Grâce à vous toutes et à vous tous, et je vous en remercie encore. Et donc, je vous dis à l'année prochaine pour ces deux colloques franco-israéliens. Merci encore.